Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, les titres du 19h50. À la une ce soir, un chef traditionnel arrêté par les forces de l'ordre. Il fait partie des 8 personnes appréhendées dans le Mayo-Oulo, dans la région du Nord. Les infortunés sont suspectés d'être les auteurs de plusieurs enlèvements et demandes de rançon. Bientôt 40 ans à la tête du pays, le président Paul Biya, présenté comme l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun, les célèbre le 6 novembre prochain. L'épisode 2 de notre série est consacré à la vie économique marquée par des crises. Et Prélude du Mondial Qatar vous propose son 11e numéro, focus ce soir sur les stars attendues lors de cette compétition. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal dans la région du Nord où un chef traditionnel soupçonné d'être un membre d'un gang de malfrats, ses acolytes et lui sont accusés d'enlèvement et de demande de rançon. Ils ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie de Mayo-Oulo. Le récit de David Sandio sur les images d'Aïssatou Bouba. Fin de parcours pour ce gang de malfrats spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon dans l'arrondissement du Mayo-Oulo, département du Mayo-Louti. Au total, 8 personnes mises aux arrêts ici à la compagnie de gendarmerie de Guidère. Cette négociation nous a permis d'interpeller les 5 premiers membres de ce groupe de présumés ravisseurs. Et après leur exploitation et avoir produit le listing de leur téléphone, nous avons pu assembler et démanteler le reste de la bande. Ibrahim Nohou, qui est par ailleurs chef traditionnel de 3e degré du village Bala. Plusieurs filiatures vont permettre de mettre la main sur ces malfrats, parmi lesquels un chef traditionnel de 3e degré de la localité de Bala. Des armes blanches, des gris-gris, des stupéfiants, des ménoutes et des munitions sont également saisies. Une opération rendue possible grâce au renseignement et la collaboration de la population. Il faut relever que cette interpellation a conduit à la libération de 3 enfants qui avaient été enlevés 3 jours auparavant. L'un des malfrats est d'ailleurs dénoncé par son père au vu des nombreux supposés voyages qu'il effectuait alors qu'il opérait au Tchad, au Nigeria, en République centrafricaine, des pays voisins. Partant des ravisseurs aux receleurs, tous transférés au tribunal pour y répondre de leurs actes. Et les cas de violence et de violation de droits humains se font toujours enregistrer au Cameroun. La situation n'est guère luisante en la matière et selon l'ONG Un Monde à Venir, qui ce jour a livré un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Le trimestre allant de juillet à septembre 2022 fait état de 303 cas de violence et violation de droits humains. Les détails avec Junior Ossin. Période difficile sur le plan de la protection des droits de l'homme au Cameroun, selon l'ONG Un Monde à Venir. Le trimestre allant de juillet à septembre 2022 dénombre environ 303 cas de violence et de violation des droits humains, toutes catégories confondues, parmi lesquelles 217 cas de violation des droits humains et 86 cas de violence. On est dans un environnement où les violations des droits de l'homme sont devenues quelque chose de banal. De façon détaillée, le rapport révèle qu'il y a eu durant cette période 132 cas de meurtre, 52 cas d'enlèvement, 4 cas d'arrestation illégale, 4 cas de restriction au droit à la liberté d'expression, d'opinion, de manifestation et des réunions publiques, 25 cas de violence basée sur le genre, 25 cas d'incendie et 61 autres situations de violence susceptibles d'entraîner les cas de violation des droits humains ou des conflits intercommunautaires. La réalité, c'est qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, on s'attend à ce que, après une violation, que des mesures soient prises pour que la violation cesse. Ce rapport rendu public s'accompagne aussi de quelques recommandations. De modifier les textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Pour les spécialistes du droit public, ce rapport, qui est certes pertinent, doit être pris avec des pincettes. Il faudrait prendre en compte tous les éléments qui structurent la vie politique d'un État. Donc pour ce rapport, nous estimons qu'il faut relativiser les éléments où le bilan qui a été fait. L'Allemagne fédérale fait son mea culpa 108 ans après l'assassinat de Rudolf Douala-Mangabel, Adolf Ngosso-Din et d'autres résistants à l'expropriation des terres par l'administration allemande de l'époque. L'actuel ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annela Baerbock, est en visite à Douala, exactement au lieu où Rudolf Douala-Mangabel et ses acolytes avaient été exécutés le 8 août 1914. Le discours de circonstance prononcé à ce lieu laisse entendre que cette exécution était une injustice de la part de l'administration coloniale. Le colonialisme était injuste, poursuit le ministre avant de déclarer que son pays attend les propositions pour la réparation du tort causé, déjà que les municipalités de Hallen et Old en Allemagne ont entamé le 7 octobre dernier le processus de réhabilitation avec des stèles de Douala-Mangabel érigées dans ces localités. Je vous propose une attitude du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale dans cet extrait sélectionné par David Sanjo. Il adressa une pétition au Reichstag allemand. Cela lui valut d'être pendu en ce lieu le 8 août 1914. Un témoin nota ces derniers mots. Vous pendez du sang innocent. Vous me tuez pour rien. Les conséquences seront bien plus importantes. D'après tous les éléments dont nous disposons, même en application des normes en vigueur à l'époque, la procédure judiciaire était contraire au principe de l'état de droit. Beaucoup en étaient alors déjà conscients. Paul Levi, un social-démocrate allemand, déclara devant le Reichstag allemand que Rudolf Mangabel avait été assassiné en étant innocent. Honneur à tous les saints en ce 1er novembre, jour de célébration de la Toussaint. Le continent africain a connu la béatification ou la canonisation de nombreux de ses fils et filles, souvent peu connus mais érigés en modèle de piété. Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo. Tous ou presque, incollables sur les saints africains, soulevés jusqu'au ciel en modèle, pour ces chrétiens au sortir de la messe de 12 heures, en la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Onvolier. Ce sont des gens qui prient pour nous. Ce sont des gens, en fait, je veux dire, qui sont des envoyés de notre Seigneur. Ah non, jamais entendu parler. Le livre de la sainteté regorge de petites histoires ayant pour dénominateur commun la douleur endurée au nom du Christ. Si je prends le cas de Saint-Martin l'Ouganda, je m'arrête sur le petit Kizito. Il n'avait que 13 ans, il était le plus jeune. Et il tient la main de son frère aîné, Mukasa, et ils disent « Nous allons être brûlés par le roi Mwanga ». Un geste de conviction pour un enfant de 13 ans. Paroisse Saint-Charles Luanga de Nkolbison et Nkoldongo, paroisse Saint-Kizito de Nvokmbi et paroisse Bienheureuse à Noirik de Biémassi, toutes portent des noms d'Africains ayant connu les grâces de la béatification ou mieux encore de la canonisation. Deux étapes essentielles sur les sentiers de la sainteté. D'abord, première étape, c'est l'étape de la béatification qui se fait au niveau diocésain. Et une fois fini, alors Rome s'empare donc, et ça c'est au niveau romain. Actuellement, nous sommes en plein travail sur le procès de béatification du fondateur de l'Église catholique au Cameroun, Monseigneur Gérard-Henri Fitter. Ce sera une très grande fierté pour toute l'Église du Cameroun. Le Cameroun attend donc impatiemment son tout premier saint. Et on poursuit ce soir la série sur les 40 ans de renouveau. Et depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, la vie économique a été perturbée par de nombreuses crises. Des crises qui ont imposé au président de la République de faire des choix. La méthode de gestion de Biya face aux crises économiques, c'est dans ce sujet de David Sanjo, Henri Tinda et Serge Alain Zibou. La première patate chaude est consommée dès 1985, date qui marque la chute des prix internationaux des principaux produits d'exportation, à savoir le pétrole, le café et le cacao de 45% au cours des 3 dernières années.
Jusqu'en 1993, le taux de croissance du pays est au rouge. Au départ retentissant, le Cameroun se plie aux exigences du Fonds monétaire international et se retrouve avec le statut de pays pauvre très endetté. C'était une insulte à l'époque. Certains vous diront que c'est une insulte, mais ce statut-là a permis plus ou moins, sur le plan de la dette bilatérale avec la France, de renflouer les caisses de l'État. Le plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international impose au Cameroun la baisse des dépenses, la compression des effectifs du personnel, la baisse des salaires, la libéralisation des prix ou encore la privatisation des entreprises. Une politique à laquelle ne pouvait se soustraire le chef de l'État. Quand il s'agit de crises, des déséquilibres extérieurs, c'est toujours sous contrôle du FMI. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas en fait le gouvernement qui résout la crise, mais c'est le FMI. Le coût de la vie, lié à la crise financière internationale, la crise alimentaire et énergétique vont engendrer la grève de la faim en 2008. Le gouvernement, 2 ans plus tard, met sur pied le document de stratégie pour la croissance et l'emploi pour la relance de la croissance économique. Les performances, on est au regret de le dire aujourd'hui, c'est un échec total sur toute la ligne, point par point, aucun objectif macro ni micro n'a été atteint. Nous devions tout simplement entreprendre un certain nombre de réformes structurelles, c'est-à-dire repencher notre économie dans le fond, tout simplement. Ça, c'est ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes restés dans un chemin, dans la matrice qui a été dessinée par le FMI, c'est-à-dire que la dette que nous devions rembourser devait être muée tout simplement en programme de développement, construction d'infrastructures et autres. Nous sommes restés dans cette logique. Concrètement, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi ambitionnait une croissance moyenne de 5,5%, mais s'est finalement trouvé avec un taux moyen compris entre 4 et 4,5%. Un score satisfaisant pour le gouvernement qui avait ajouté la conjoncture macroéconomique, l'insécurité, l'inflation, l'accroissement de la population et le poids de l'informel avait plombé ce projet. La situation ne va pas s'arranger avec la crise sanitaire et la guerre russo-ukrainienne, des cas qui appellent au soutien du FMI. Dans le but de redresser justement l'équilibre, à savoir réduire le déficit de la balance courante et réduire le volume de l'endettement. Si l'économiste Dieudonné Essomba propose la monnaie binaire pour se mettre à l'abri de ces crises pour la plupart exogènes, le Fonds monétaire international, lors de son conseil d'administration en date du 22 juillet 2022, relevait que les perspectives économiques du Cameroun à moyen terme demeurent positives. Et entre les années 87 de fortes récessions économiques et l'atteinte de l'initiative PPTE, la relance adossée sur 2 programmes, à savoir le document de stratégie pour la croissance et l'emploi et la stratégie nationale de développement de la décennie 2020-2030. Le renouveau aura connu 4 temps majeurs en économie, revisitant les grands moments de l'économie sous l'ère BIA avec Arnaud Ngefak et Raoul Ngofo. L'économie camerounaise, en revue rétrospective sur les 40 dernières années, relisons l'histoire à reculons. Première ère, celle actuelle marquée par une vedette au crédit du renouveau. La stratégie nationale de développement circonscrite entre 2020 et 2030. La stratégie nationale de développement 2030 a quand même intégré les leçons tirées de la mise en œuvre du document stratégique pour la croissance et l'emploi. Le DSCE, boussole des grandes réalisations programmées pour l'intervalle 2009-2019. Une autre ère, première partie de la vision à long terme du Cameroun pour devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, ou si vous voulez, pays émergent. Un document de stratégie pour la croissance et l'emploi déclaré échoué à terme. DSE qui n'a pas vraiment atteint ses objectifs et SND 30 qui a apprécié. Donc le gouvernement a vraiment pris une bonne stratégie. Le DSCE était la subséquence de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. La fin d'une ère de crise économique partie des années 87. Un marasme économique sans pareil avec un ensemble de conséquences. D'abord la dévaluation du franc CFA. Le Cameroun prit
sous le diktat du Fonds monétaire international et son programme d'ajustement structurel. Que de contraintes. Par exemple, la baisse des dépenses, compression des effectifs du personnel, baisse des salaires, n'est-ce pas, libéralisation des prix. La crise économique mondiale de 2008, heureusement, passait sans gros dégâts économiques sur le Cameroun. Son système bancaire n'étant pas trop connecté au système international, les chocs du point de vue financier ont été faibles. Par contre, il y a eu plutôt l'effet prix qui a causé une cherté de la vie dans le pays et ce qui a conduit à ce qu'on a appelé la crise de la faim. Le gouvernement, en 2016, signe un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les retombées ne semblent pas encore très claires. Les premières années de renouveau sont guidées par un slogan politique fort, évalué aussi sur le plan économique, rigueur et moralisation. On peut dire à bien des égards qu'il y a eu une certaine rigueur, mais l'ampleur des détournements des deniers publics et surtout la corruption ne sont pas de nature à soutenir qu'il y a eu une moralisation des comportements des citoyens. Le renouveau en 40 ans signe à son bilan 4 périodes majeures de son économie. Et dans la chronique économique de ce soir, nous vous proposons une analyse relative à la résilience de l'économie camerounaise sous le magistère de Paul Biya depuis 40 ans. Et nous en parlons avec Monique Naoussi Fosso qui est avec nous, mais au studio 2. Bonsoir Monique, que peut-on retenir de la capacité résiliente de l'économie du Cameroun sous l'ère Biya ? D'emblée, définissons la résilience comme la capacité à pouvoir résister au choc. Pour ce qui est donc de la résilience de l'économie camerounaise sous l'ère Biya, en 40 ans, nous allons la situer en 7 périodes, 7 ans. Alors, la première, en 1985-1986, on assiste à la détérioration des termes d'échange. Le café, le sac qui était vendu par exemple à 42 000 francs CFA, subit une dégringolade pour se retrouver à 7 000, à 5 000, voire 4 000 francs CFA, ce qui contraint les planteurs à dessoucher les plants de café pour se convertir en cultivateurs de produits vivriers. Malgré cela, l'État reste debout, ailleurs c'était des coups d'État. En 1990, avec le vent de la démocratie, nous nous souvenons qu'en 1991 précisément, il y a des villes mortes, assèchement des caisses de l'État, impôts, les taxes, droits de douane ne sont plus payés, la fiscalité de porte, la fiscalité intérieure ne sont plus payées. C'est l'arrêt des transactions commerciales avec l'international, le port de Douala qui produit journalièrement des milliards de francs CFA ne fonctionne plus. Et malgré cet assèchement des caisses de l'État, des bourses des étudiants continuent d'être payées. Troisième temps, dévaluation du franc CFA à Dakar au Sénégal, c'était en janvier 1994. La chute des matières premières sur le marché international plonge les États africains et donc le Cameroun dans des difficultés à pouvoir honorer leurs engagements auprès des bailleurs de fonds, auprès des partenaires multilatéraux. Quatrième étape, nous sommes en 2006 avec le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Alors, les bailleurs de fonds qui avaient imposé des réformes économiques à l'État du Cameroun estiment que le Cameroun s'est bien comporté et donc il y a remise de la dette. Le stock de la dette publique, qui est aujourd'hui de 12 000 milliards, a chuté à cette époque et tombé en dessous de 1 000 milliards de francs CFA. Nous arrivons en 2014, c'est la 5e étape dans ce processus de résilience. C'est le plan d'urgence triennal entrepris par Paul Biya en 2014 en attendant justement la vision 2035. Il faut d'emblée mettre sur pied des infrastructures de mobilité urbaine. C'est ainsi que vous voyez quelques routes recevoir des pavés. C'est ainsi que vous voyez par exemple l'aéroport international de Douala, l'aéroport de Maroua, l'aéroport de Garoua sont aménagés. Ça fait 900 milliards de francs CFA contractés. Des dettes signifient par exemple que vous êtes crédible sur le marché mondial. La 6e étape, c'est la réunion au sommet de la conférence des chefs d'État de la sous-région, convoquée par Paul Biya, bien que n'étant pas le président en exercice de la CEMAC à cette période-là.
Le contexte est celui de l'assèchement des comptes de réserve extérieures des pays de la CEMAC. Et donc Paul Biya et ses pairs de l'Afrique centrale doivent freiner des 4 fers pour qu'on ne revive pas une énième dévaluation. 7e étape, la dernière, nous sommes en 2020, en pleine période de Covid-19. Alors le Cameroun va mettre sur pied un plan de riposte contre le Covid-19. Les effets de cette pandémie ne se sont pas encore estompés. Les économies camerounaises en restent encore marquées, d'où la multiplication des lois rectificatives du budget pris par le chef d'État camerounais. Oh, Monique, en dépit de cette résilience, il y a eu beaucoup de souffrances et de regrets. Effectivement. Avec les surtaxes progressives qu'on a observées sur les salaires, cela a conduit à réduire le niveau de vie des Camerounais. La corruption ne s'est jamais aussi bien portée au Cameroun à partir des années 94. Comment comprendre que l'unité de vol chez les bandits à col blanc soit le milliard? Autant d'argent volé dans un pays où on manque des routes dans l'arrière-pays et même dans les zones urbaines, on a des problèmes de routes. Les entreprises vous diront qu'elles ont moins d'électricité, moins d'énergie pour faire tourner leurs turbines. Dans un pays où dans l'arrière-pays, dans plusieurs localités, les enfants s'asseyent à même le sol. Dans un pays où les PME ou PMI vous parleront de faiblesse de surface financière et de know-how pour compétir lorsqu'il y a des grands marchés, des grands travaux. Des choses ont été faites, il y a eu de la résilience, mais aussi il y a beaucoup de choses qui restent à être refaites. Merci Monique Naoussi. Et à suivre dans ce journal, il faut sauvegarder les forêts du bassin du Congo. Des financements du Fonds vert climat sont annoncés. Un document relatif annonce également des moyens de lutte contre le changement climatique. Et en sport, 11e numéro des préludes avec un arrêt sur les stars attendues à la Coupe du Monde Qatar 2022. Des financements du Fonds vert climat bientôt injectés dans le processus de sauvegarde des forêts du bassin de Congo, un exploit creusé lors des travaux de validation du document complet d'un projet relatif. De nouvelles pistes de lutte contre les changements climatiques également explorées par les parties prenantes, réflexion initiée par le gouvernement à travers le ministre des Forêts et de la Faune de concert avec ses partenaires. Karel Mezatiachoya, Serge Alain Ziebo. C'est un début de solution aux plaintes des pays africains. Ces derniers ont longtemps déploré l'incapacité des acteurs impliqués de puiser dans le Fonds vert climat des ressources financières pour les sauvegarder. Cet état de choses va peut-être changer. Le projet sécurisation des forêts permanentes pour combattre le changement climatique et renforcer durablement les économies nationales et locales au Cameroun a été conçu pour. Cette initiative peut nous permettre au moins de commencer à espérer que le Fonds vert climat va apporter quelques financements pour sauvegarder les forêts au niveau du bassin du Congo et pour commencer aussi à apporter des réponses en ce qui concerne l'adaptation. Cette réflexion envisage faciliter le processus. Des partenaires également impliqués. Pour développer ce projet, qui est presque 30 millions de dollars, environ 20 milliards de francs CFA. Il fallait une élaboration participative de ce projet. Projet validé par toutes les parties prenantes consultées au préalable lors des travaux de ce 31 octobre à Mbankomo. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a présidé ce jour à Yaoundé la session de plaidoyer pour la valorisation des compétences féminines à travers exposés, causeries et coaching entre femmes. Cette assise vise à améliorer la représentativité des femmes dans les secteurs publics, privés et même dans d'autres domaines, notamment sur la hiérarchie académique des partis politiques et les organisations patronales. Je vous propose d'écouter Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, dans cet extrait sélectionné par Maria Mazou. Nous revenons dessus pour demander la prise en compte des compétences féminines dans toutes les structures de notre pays. On ne s'adresse pas seulement à la fonction publique, nous avons le secteur privé, nous avons tous les autres secteurs. Nous voulons voir la valorisation des compétences féminines parce qu'elles sont là, qu'on les prenne en compte dans tout ce qui concerne la promotion
le développement de notre pays, elles sont là, elles sont prêtes à faire ce travail qui est attendu d'elles. Il faut juste créer un environnement propice, aussi bien au niveau familial, mais surtout au niveau professionnel. Et quand la reconnaissance d'un patron vient de ses collaborateurs à l'hôpital central de Yaoundé, ce jour, le directeur Pierre-Joseph Fouda recevait des mains des médecins généralistes de son hôpital une distinction honorifique, le prix de l'excellence managériale en reconnaissance de son œuvre en faveur du personnel de l'hôpital central et des patients. Je vous propose d'écouter Pierre-Joseph Fouda, directeur de l'hôpital central, dans cet extrait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que je vous ai chipoté de tout. Parce que tu aimes bien. Je vous veux meilleur. Meilleur. C'est pour ça que je fais tous mes enfants, vous le savez. Et quand on a un enfant, on veut que l'enfant devienne tout le père. Et je suis content parce que vous êtes sur la bonne voie. Je suis content d'être rassuré qu'il y a la relève. Vous êtes le Cameroun de demain, la médecine de demain. Sachez que ça se mérite. Et pour que ça se mérite, il faut les attitudes, il faut les aptitudes et il faut la connaissance et la compétence. Les quatre choses. Dans l'actualité également, de vifs affrontements ont éclaté ce matin au quartier Camp Yabassi à Douala. À l'origine, une démolition des maisons sur un terrain litigieux. Le récit de Titi Freeman et Henri Tina. Aidé par ses voisins, ce monsieur aveugle, victime de la casse, revient sur le terrain de sa demeure, démoli quelques heures plus tôt au quartier Camp Yabassi. Encore sous le choc, il dit n'avoir jamais été avisé d'une quelconque démolition. On ne m'a jamais expliqué, on ne m'a jamais rien dit. Même pas un préavis de déguerpissement. Rien du tout. Rien. Ils sont venus ce matin, je dormais. Ils sont venus ce matin et me voilà de même laver, je ne suis même pas lavé. Ils ont détruit toute notre maison. Voilà la maison. Un sort subi par de nombreuses habitations et commerces voisins auxquels se sont opposées les populations du quartier. N'hésitant pas à faire usage de la violence, ils sont recadrés par les forces de maintien de l'ordre, obligés de faire recours aux grands moyens face aux jets de pierre de ces habitants en furie. On ne sait rien, c'est-à-dire qu'on appelle ça en droit les voies de fait. On ne vous signifie aucun document, on ne vous dit rien, on vous surprend un beau matin, très tôt, et on se met à vous détruire. Nous les gars du quartier, on s'impose. Quelque chose n'a pas été fait, pourtant c'est ici que nous sommes nés, c'est ici que nous vieillissons, c'est que nous faisons notre job. Si d'ailleurs on vient nous détruire juste ici là, nous on va faire comment, on va vivre comment? Avant de nous casser, ils doivent qu'ils nous cassent d'abord pour voir là où on va rester. Nos enfants, nos familles et nous prévenir. Ça fait la troisième fois qu'ils viennent comme ça là, c'est normal. Des échauffourées pour cet espace de terre querellé avec pour bilan de nombreux blessés. En sport, dans la suite de notre série consacrée au prélude de la Coupe du Monde, arrêt ce soir sur les stars. Daniel Anissé-Boudié a répertorié pour nous quelques grands joueurs qui vont animer cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Reportage. Et toutes nos excuses, malheureusement, nous n'aurons pas cet élément de Daniel Anissé-Boudié. Nous allons certainement vous le reproposer dans nos prochaines éditions. On part à l'étranger. Les membres d'un groupe armé centrafricain viennent d'être condamnés par la Cour pénale spéciale chargée d'enquêter sur les atrocités commises dans ce pays. À Séoul rend hommage aux victimes de la bousculade d'Halloween. Le président sud-coréen était personnellement aux côtés des populations. L'île Piediou, Calvin Tekam, Escalmonte.
Le président de la Cour pénale spéciale, Aimé Pascal Bélimo, prononce le verdict du procès de 3 membres d'un groupe armé centrafricain reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité. Section d'assises. Au regard des crimes dont les accusés sont déclarés coupables, condamne Issa Saleh Adoum alias Bozézé à la peine d'emprisonnement à perpétuité. C'est le premier verdict de la Cour pénale spéciale chargée d'enquêter sur les atrocités commises dans ce pays en guerre civile depuis 9 ans. C'est une victoire aussi des victimes parce que nous voulons qu'il y ait justice. Nous avons dit à l'époque que lawa, c'est-à-dire tôt ou tard, il faudrait que la justice se prononce. Les bandits, les bourrons pensaient qu'ils étaient des rois, ils étaient des chefs, mais aujourd'hui, les victimes se réjouissent quand même de cette décision. Le président sud-coréen dépose une fleur blanche devant un mémorial improvisé pour les victimes de la bousculade d'Halloween, aux côtés d'une foule venue rendre hommage aux 154 personnes décédées dans un mouvement de foule dans le quartier d'Itaewon. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est accueilli par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à son arrivée à l'aéroport d'Alger à l'occasion du sommet de la Ligue arabe. Le franco-australien enlevé vendredi dans l'est du Tchad arrive sur le tarmac de la base militaire à Dikossé, abritant notamment le quartier général de Barkhane après 48 heures de captivité. Jérôme Hugonot a ensuite été accueilli en N'Djamena par les autorités tchadiennes qui poursuivent leur opération pour appréhender ces ravisseurs. Aujourd'hui, je vois le déploiement qui a été fait conjointement par les autorités du Tchad, par les autorités de la France. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit ce que deux nations ensemble peuvent faire, l'effort qui peut être fait pour défendre l'un de leurs citoyens. Féliciter et remercier les forces de défense et de sécurité d'une manière générale, y compris les éléments Barkhane, qui n'ont ménagé aucun effort depuis 24 heures pour essayer de retrouver M. Hugonot, ici présent. Cette prise d'otage qui est une nouveauté au Tchad nous a mis tous mal à l'aise. Dans le plus du 19h50, le palais des congrès de Yaoundé en plein dans les activités, les festivités marquant son 40e anniversaire entre distinction, valorisation des arts culturels, foire, exposition du Made in Cameroun. Les articulations vont bon train, occasion idoine pour faire le point des faits marquants ces 4 dernières décennies. Regardez. Un brassage culturel offert en spectacle, des pas de danse de chez nous exécutés avec maestria. Le vivre ensemble et l'expression du multiculturalisme célébré. L'une des missions régaliennes du Palais des Congrès de Yaoundé, en plein dans les festivités marquant son 40e anniversaire. Un joyau architectural, fruit de la coopération sino-camerounaise, au cœur d'événements marquants nationaux et internationaux. Des faits historiques revisités au cours de ce vernissage. L'institution fait la fierté du pays, ceux qui ont contribué à la façonner aussi. D'où cette distinction honorifique à titre exceptionnel du président de la République. Nous vous faisons officier de l'ordre de la valeur. C'est la fête, le lieu de jeter un regard dans le rétroviseur avant de se projeter vers l'avenir. Les défis futurs à relever, énumérés par le ministre de la Communication. René Emmanuel Sadi préside la cérémonie. Maintenance des infrastructures, l'amélioration de la qualité du service et enfin la recherche
de l'innovation. Message reçu, le top management le confirme. Son nouveau challenge, conserver les acquis et donner un peu plus de charme à ce joyau architectural, surtout qu'il souffle sa 40e bougie quelques jours avant l'an 40 du renouveau. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tout en rendant hommage à ceux qui ont conçu le projet, nous devons d'abord dire merci au président Paul Biya parce que, un an après son arrivée au pouvoir, c'est lui qui a signé le premier décret qui organisait la gestion et le fonctionnement de ce palais des congrès. La célébration s'annonce belle et ce n'est qu'un avant-goût des articulations au menu jusqu'au 4 novembre. Parmi elles, cette foire exposition du Made in Cameroun, objet d'attention des personnalités présentes à cet événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent à 21h30. Retrouvez Bouba Ngomna aux commandes du programme Au cœur du sport qui fait son grand retour. Moi, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.